pour nous mettre ou pour nous remettre ensemble face à l'histoire de notre pays, car à ce moment de l'histoire de notre pays, nous nous préparons pour une élection présidentielle. Une élection de plus, diront certains. Il y a coup sûr ne fait pas consensus entre ceux qui pensent que les dés sont pipés, les dés pipés sont déjà jetés, et que l'élection ne servira qu'à cautionner un régime ou un pouvoir illégitime. Ceux qui pensent au contraire que l'élection peut conduire le peuple sur le chemin du changement si les forces démocratiques s'unissent et s'organisent. Ceux qui pensent qu'il faut participer, mais que telle stratégie est la meilleure pour aborder l'élection. Ceux qui pensent plutôt que l'autre stratégie est la plus intelligente et la mieux adaptée au contexte togolais où la fraude est savamment orchestrée. Qui a raison? Qui a tort? Seul un devin saura le dire, car chaque position recèle sa part de bon sens ou de vérité, et comme je ne suis pas devin, je ne me hasarderai pas à choisir. Au milieu de ces certitudes, aussi vraies les unes que les autres, une évidence toutefois semble partagée par tous. Les conditions d'organisation des élections dans notre pays n'ont jamais favorisé le jeu démocratique. Au Togo, on a l'impression que le peuple manifeste son mécontentement dans les rues pour ensuite plébisciter systématiquement le pouvoir dans les urnes. C'est comme si le peuple dénonçait son bourreau aujourd'hui pour ensuite l'adouber le lendemain. Est-ce le syndrome de Stockholm, ou devrions-nous plutôt parler dans notre contexte d'un syndrome du Togolais masochiste qui se complaît dans la souffrance? Non, il ne s'agit pas de cela. Nous ne sommes pas atteints de ce syndrome du Togolais masochiste. Je crois plutôt que tout est fait pour que la vérité des urnes soit constamment travestie. Et pour l'exercice 2020, les conditions pour une élection intègre sont loin d'être réunies et les réformes opérées en mai sont très loin de satisfaire. Parlons d'abord de l'instance suprême qui définit le cadre d'organisation de l'élection présidentielle. Je veux parler de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que depuis mai 2019, date des réformes constitutionnelles votées à l'Assemblée nationale et après leur promulgation, la Cour constitutionnelle ne répond plus aux dispositions de la loi fondamentale. Elle est fortement et profondément illégale et elle-même anti-constitutionnelle. Un ami non togolais, je le précise, et qui n'a donc aucun a priori sur la question togolaise, un ami donc m'a dit récemment que les juristes du président de la République l'ont certainement induit en erreur en faisant une confusion grave entre la création d'une institution et les conditions de fonctionnement de l'institution. L'acte de création ne peut souffrir d'aucune dérogation, même si la loi organique offre la possibilité d'organiser le fonctionnement en l'absence de quelques membres. L'acte de création d'une Cour constitutionnelle ne peut souffrir d'aucune
sillonné notre pays depuis la tragédie de 2005, où le péché originel, si vous voulez. 2005 donc, qui a connu un coup d'État militaire, un coup d'État parlementaire, un coup d'État constitutionnel, etc., etc. Des recommandations ont été faites et de façon répétitive au fil des missions, visant à permettre une meilleure organisation des processus électoraux locaux. Je vais en citer quelques-unes et je finirai peut-être par cela. Une des recommandations dit ceci. Il est impératif de moderniser l'état civil et que l'inscription sur les listes électorales soit basée exclusivement sur la présentation d'une pièce d'identité nationale. C'était en 2015. Le vote par anticipation des forces de sécurité devrait être aboli. C'était en 2010. Le vote par liste omis et le vote par procuration devrait être aboli. C'était également en 2010. L'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote dès le jour du scrutin devrait être garanti. Les résultats, bureau de vote par bureau de vote, devront être tenus à la disposition des observateurs et délégués de partis ou candidats aussitôt que possible et sans restriction. C'était également en 2010. Renforcer la transparence du processus électoral en rendant accessible l'ensemble des normes et en procédant à la publication des résultats du scrutin détaillés par bureau de vote, seul à même d'en assurer la traçabilité et permettre aux candidats l'exercice effectif de leur droit de recours. C'est une recommandation prioritaire émise en 2015 qui vient renforcer celle que j'avais lue précédemment, qui avait été émise en 2010. Inscrire dans le code électoral l'obligation d'assurer la traçabilité et la sécurisation des bulletins. C'était en 2007. Inscrire formellement l'obligation de neutralité des autorités administratives à tous les niveaux et prévoir la possibilité de sanctions administratives en cas de non-respect de cette disposition par les intéressés. 2007. Et enfin, réglementer de manière plus précise les modalités de financement des campagnes électorales et de surveillance des dépenses électorales en 2007, etc., etc. Récemment, nous étions dans une institution internationale et un représentant nous disait, concernant justement la proclamation des résultats bureau de vote par la CCI, le représentant nous disait donc, en avoir discuté lors du comité de suivi avec le ministre de l'administration territoriale, et quelle ne fut sa surprise lorsqu'en guise de réponse, le ministre lui dit « Nous ne pouvons pas y accéder parce que ça nous obligerait à prendre plusieurs jours pour proclamer les résultats. » Et le représentant, je l'ai vu esquisser un petit sourire en disant « Ce n'est pas ce que nous avons demandé. » Effectivement, le gouvernement sait que ce n'est pas ce qui a été demandé. Lorsqu'on parle de la proclamation des résultats, bureau de vote par bureau de vote, c'est de pouvoir mettre à disposition de chaque citoyen le détail qui a conduit au résultat global proclamé par la CCI. Et si ce pouvoir n'a pas peur des élections, comme il tend à l'affirmer, il devrait mettre à la disposition de chaque citoyen les résultats du scrutin, bureau de vote par bureau de vote, afin que chacun puisse savoir si le dépouillement auquel il a assisté a permis de produire un procès-verbal qui a été mis à la disposition de la CENI. Cette CENI a réellement tenu compte du contenu de chaque procès-verbal.
Le florilège des recommandations faites par les missions d'expertise internationale n'est pas exhaustif. Je n'ai pris que quelques échantillons issus des rapports de l'Union européenne. Ces recommandations témoignent du niveau de décrépitude des processus électoraux au Togo, loin de répondre aux standards internationaux. Alors, on se pose la question, que faut-il faire? De mon point de vue, que l'on soit pour la participation ou non aux élections, quelle que soit donc la stratégie, participative ou non, il faut impérativement que tout le monde, que chaque citoyen se mobilise et se batte pour que le Togo rejoigne le concert des nations civilisées, où élection ne rime plus avec fraude, avec violence, avec turpitude, et qu'on guérisse définitivement notre pays, le Togo, du péché originel, comme il est en 2005. Chers amis, nous devons sortir de ces assises avec un message clair à l'endroit de la population togolaise par rapport à ce qui doit être fait ensemble les prochaines heures, les prochains jours, pour que 2020 apporte enfin la lumière. Meilleurs vœux à tous.